la première table ronde parlait des réseaux sociaux qui sont aujourd'hui une réalité, quelque chose d'indispensable. Vous le vivez tous au quotidien. La question de l'après-midi étant parlez-vous digital, il me semble évident, et je pense à vous aussi, que vous parlez tous digital, tous les jours, sans forcément vous en rendre compte. Ça a été évoqué à de nombreuses reprises. Vous parlez digital quand vous ouvrez votre ordinateur, quand vous ouvrez votre téléphone, quand vous vous connectez à vos comptes Facebook, qu'ils soient professionnels ou personnels. Vous êtes tous aujourd'hui, dans vos vies digitales et du quotidien qui sont en train de se mêler, des acteurs, des consommateurs du digital. Vous êtes maintenant, puisque vous avez assisté à la précédente prise de parole, des connaisseurs, des experts de la blockchain. Nous allons en parler bien sûr. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de parler de ce qu'on appelle les nouvelles réalités digitales, c'est-à-dire de toutes ces solutions qui vous seront proposées demain, mais qui vous sont proposées aujourd'hui, qui existent déjà, qui sont des solutions digitales pour vous permettre de développer votre activité de commissaire-priseur. Nous aurons avec nous Capucine Bordet, qui est chef de projet chez Argento, une société de production dédiée au monde de l'art. Nous avons Emmanuel Moirand, qui est cofondateur de Monuma, qui est une société qui produit une application d'expertise des objets d'art reposant sur la blockchain, la fameuse blockchain. Nous avons Romain Dupont, qui vient d'un univers qui n'est pas tout à fait le marché de l'art, qui vient de l'immobilier, mais qui va vous faire une démonstration assez époustouflante tout à l'heure d'une prise de vue en 3D faite à Drouot hier après-midi. Et nous avons enfin Grégoire Depuire, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est commissaire-priseur et qui est parti dans une aventure digitale, là aussi assez extraordinaire, qui consiste à mettre au point, il existe un scanner qui change la manière de visualiser, de présenter les objets d'art. Alors je vais passer la parole en premier à Capucine. Il y a un deuxième micro. Bonjour. Donc Capucine, vous êtes journaliste de formation, personne n'est parfait. Vous avez travaillé pendant 10 ans chez Interenchères. Comment en êtes-vous arrivé aujourd'hui à Argento et tout simplement, qu'est-ce qu'Argento? Alors Argento, c'est une société de production vidéo et de communication qui a été lancée en 2016 par Chloé Létier-Vent et Clotilde Delonard, qui travaillaient aussi au cabinet turquin. Et leur idée, c'était de partager en fait la chance qu'elles avaient. Pardon, merci. Je recommence. Leur idée, c'était de partager la chance qu'elles avaient de s'approcher au plus près des objets, au plus près des tableaux, de découvrir le contexte, d'avoir toutes les informations pour appréhender au mieux ces objets. Et elles se sont dit que le meilleur moyen de partager cette expérience, cette connaissance des œuvres d'art, c'était la vidéo. Donc elles ont commencé à produire des vidéos. On verra tout à l'heure, on a fait un petit medley. Et je les ai rejoints au mois de septembre de cette année, après plusieurs années chez Interenchères. Et je trouve que de mon expérience chez Interenchères, naturellement, aller vers Argento, c'était pour moi tout à fait naturel, parce que l'idée c'était de raconter des histoires, d'être au plus près des acteurs du marché de l'art et voilà, de valoriser ces expériences, ces récits et de pouvoir les traduire en vidéo, en son, en contenu, voilà, d'apporter cette expérience-là à votre secteur. Alors, on va trouver le moyen de lancer la vidéo, ça marchait tout à l'heure évidemment. J'ai une question, c'est vous qui allez vers les commissaires-priseurs ou les commissaires-priseurs qui font appel à vous? Ça peut être les deux. En fait, l'idée c'est, avant tout, c'est d'avoir une histoire à raconter sur un objet. Dans votre secteur, on l'a dit dans les précédentes tables rondes, vous avez la chance d'avoir des histoires à raconter en permanence. Il y a des secteurs d'activité où ils peinent à faire du storytelling et à raconter des histoires. Vous n'avez qu'à ouvrir votre prochain catalogue pour avoir autant d'histoires que de l'eau. Donc nous, notre idée, c'est de pouvoir identifier ces histoires. Quelles sont les histoires qui vont être médiatiques, qui vont avoir une portée, de les traduire ensuite
en images, en son, parce qu'on fait aussi du podcast. Qu'est-ce qu'un podcast? Alors, un podcast, c'est donc une émission audio. En fait, c'est un format audio. Au début, c'était principalement des émissions à réécouter de vos radios, par exemple France Culture, France Inter, remettez à l'écoute des émissions, mais maintenant le podcast se développe à des émissions dédiées, et c'est un format qui connaît un très grand succès, parce que c'est vraiment très facile de l'écouter sur un portable, et donc il y a de plus en plus de marques qui utilisent le podcast. Il y a aussi beaucoup d'institutions, de musées. Le musée du Louvre fait ses podcasts, le musée d'Orsay fait ses podcasts. Et c'est un moyen de s'inscrire dans la modernité. Je vous interromps, comment un commissaire-priseur peut-il envoyer ses podcasts sur la toile, peut-il les envoyer partout parce que le podcast, une fois qu'il existe, c'est bien, mais il faut qu'il trouve des auditeurs. Alors nous, on s'occupe de la diffusion du podcast. Donc déjà, on s'occupe de le réaliser. À savoir, par rapport à la vidéo, c'est un format différent, un format plus souple, qui donc nécessite moins de techniciens, mais qui est aussi plus abordable financièrement. Et nous, on s'occupe ensuite de la diffusion, comme des vidéos, de tous les éléments qu'on fabrique. La diffusion sur les sites de diffusion de podcasts en ligne. On a aussi des fichiers, des mailings. Très important aussi, ça, la diffusion. Je voulais juste citer 2-3 chiffres sur la vidéo. Pour la diffusion, j'ai vu des chiffres assez édifiants. Donc, en termes d'ouverture, en fait, lorsque vous mettez vidéo dans l'objet d'un mail, il y a une augmentation de 19% d'ouverture du mail. Ensuite, quand vous mettez dans le corps du mail une vidéo, le taux de clic vers cette vidéo augmente de 300%. Donc c'est vraiment aussi un outil qu'on peut envoyer par mail. Nous, on a des fichiers de professionnels. Vous avez certainement des clients à qui vous avez envie d'envoyer la vidéo que vous avez réalisée. Donc, importance de la diffusion dont on s'occupe. Vous avez parlé rapidement de prix. Oui. Combien ça coûte tout ça? Alors, combien ça coûte? Donc, tout dépend du projet, parce qu'on va avoir parfois des projets ambitieux qui vont nécessiter plusieurs caméramans, plusieurs monteurs. On s'occupe aussi, peut-être qu'on le verra sur la vidéo. J'ose l'espérer. Oui. On s'occupe aussi de faire les sous-titres en anglais pour une diffusion à l'international et aussi pour pouvoir être diffusé sur les réseaux sociaux. Parce que vous savez que le format vidéo avec les sous-titres, qu'on n'est pas obligé d'écouter, du coup on peut la consulter juste en observant les sous-titres. Votre question était le prix. Oui. Donc tout dépend du projet, du nombre de techniciens à qui on va faire appel, du déplacement. Voilà, mais pour un podcast seul, avec un article et une diffusion, on peut être autour de 800 €. Pour une vidéo, dans une vidéo classique, on peut être autour de 2500 €. Combien de temps dure le tournage d'une vidéo pour diffusion sur Internet, donc, combien de temps durera le film une fois monté? Combien de temps dure le tournage? Combien de temps dure le tournage? Déjà, il faut préparer le tournage. Donc l'idée, c'est que nous, la technique pour nous est vraiment au service du contenu. C'est le contenu qui va être le plus important. Le contenu doit être le plus fidèle possible, le plus complet. Donc on va faire appel aux commissaires-priseurs, mais aussi aux experts qui travaillent sur ce dossier. On a beaucoup travaillé avec le cabinet turquin, notamment. Donc l'idée, c'est vraiment d'avant de travailler le sujet, ensuite de prendre le temps de faire le tournage. Donc on compte, au final on a à peu près 40 minutes d'interview par intervenant, et ensuite il faut en tirer 3 minutes. Donc voilà, ça c'est le défi. On assiste à chaque étape de la chaîne, donc on va être là pour le tournage, c'est nous qui posons les questions, qui interviewons le commissaire-priseur, l'expert. Ensuite, on fait le pré-montage, on s'occupe aussi du montage final avec des techniciens, mais c'est nous qui supervisions toute la chaîne.
Donc combien de temps ça dure? On va dire que si l'expert, le commissaire-priseur, tous les intervenants qui souhaitent participer sont disponibles le même jour, ça peut durer une matinée, une demi-journée, et qu'ensuite, voilà le temps de faire tout ce travail de montage, d'incrustation de son, etc. Voilà, dans les jours après, on peut livrer la vidéo et s'occuper de la diffusion. Merci beaucoup. Je vous propose de passer la parole à Grégoire Debuire, dont le câblage fonctionne. Et oui, je suis avec vraiment très bien. Et pendant que Grégoire vous expose ce qu'il fait avec Artmin, on va trouver la solution pour connecter la vidéo d'Argento. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonjour à tous, à toutes. Donc Artmin, c'est une aventure qui a commencé il y a quelques années. Ce sont des ingénieurs de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui ont, dans le cadre d'un projet financé par Google à l'époque, développé des technologies pour améliorer la visualisation des œuvres d'art sur écran. Et puis ensuite, ils ont créé une société, donc Artmin, qui s'est développée. Il y a eu beaucoup d'innovations technologiques, du hardware, un scanner et du software, beaucoup d'algorithmes. Je vais vous montrer ce qu'ils font. Voilà, on peut, grâce à ce scanner, donc scanner des œuvres d'art qui font jusqu'à 2 mètres par 2 mètres pour des tableaux en hauteur-largeur, mais qui ne font en profondeur que 3 cm au maximum pour l'instant. Donc voici des objets que nous avons scannés. Je vais commencer avec cette petite mandale qui ne fait que 12 cm. Et on crée une image 5D interactive. Je vais vous montrer en quoi il s'agit d'une image 5D interactive. On peut zoomer de façon absolument incroyable. C'est un objet dont je vous rappelle qu'il ne fait que 12 cm de longueur. Mais c'est pas tout. Ça, ce sont les 2 dimensions. On a la 3e dimension. Donc là, je fais basculer d'un simple geste du doigt sur mon écran. Ça marche très très bien sur les smartphones également, par exemple. Je fais basculer l'objet et vous voyez qu'on peut carrément naviguer à l'intérieur de l'objet. On a accès aux 3 dimensions. Et puis on a également la 5D. Alors la 5D, c'est quoi? C'est en fait le fait de pouvoir faire varier la direction de la lumière sur l'objet. Donc on peut avoir une lumière rasante, on peut avoir une lumière frontale. Donc j'ai une petite, en haut à droite, vous voyez une petite lampe, je vais appuyer sur la lampe, et d'un geste du doigt, comme ça, je fais varier l'orientation de la lumière sur l'objet. Je peux évidemment cumuler toutes ces fonctions. Je vais vous montrer ça pour un tableau. Ça, c'est un tiepolo. Juste avant, c'était une petite mandale espagnole du XIIe siècle. Donc pour ce tiepolo, on va scanner. Voilà, on peut rentrer dans l'œil. À ma connaissance, c'est la plus haute résolution tridimensionnelle au monde. Et puis toujours d'un geste du doigt, je fais comme ça, pivoter le tableau. Alors on va utiliser la fonction dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le fait de faire varier le prisme lumineux. Ce qui est, alors vous voyez, quand on incline le tableau d'une certaine façon, on peut voir les craquelures, ce qui peut être intéressant. Voilà, je fais varier la lumière. Et si on zoome et qu'on va essayer de trouver une lumière qui va être assez mate, par exemple, on va avoir un rendu, voilà. On va avoir un rendu qui nous permet vraiment de rentrer dans la matière, de l'appréhender. Ici, vous voyez la petite touche le petit rehaussement blanc qui a donné vie au modèle. Alors, on a effectivement intégré la lumière UV dans le scanner. Donc, ce qui permet d'obtenir automatiquement, tout se fait de façon tout à fait automatique, des images UV 5D interactives. Donc là, je vais prendre l'image de droite. Voilà, je vais zoomer dans l'image. Voilà, je peux la déplacer dans tous les sens, comme les images que je vous ai montrées juste avant. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, et puis là, on va les chercher, et on va se rendre compte que, hop, dans la signature, vous voyez, il y a une restauration. Voilà. Donc vous pouvez transmettre ça à vos clients, bien évidemment, soit sous ce format, soit en extrayant des images, puisque tout ce que je vous montre, on peut extraire des images dans toutes les définitions que vous voulez, dans tous les formats que vous voulez. Alors c'est pas fini, on s'est rendu compte en faisant cela qu'on pouvait également générer des vidéos, parce qu'un tableau de 2 mètres par 2 mètres, par exemple,
en scannant, on prend 96 000 photos. C'est la machine qui le fait, bien évidemment. Ensuite, les algorithmes agrègent toutes ces photos. Donc on a assez d'informations pour créer des vidéos. On a un petit outil type iMovie, ça tous les ados connaissent. iMovie, ça permet de créer des vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux. Et donc on a créé un outil qui permet de générer ces vidéos. Et je vais vous montrer, parce qu'on vient d'installer un scanner, c'est une première mondiale d'ailleurs, chez Tajan, il y a quelques semaines. Donc un scanner permanent avec le partenariat d'Invaluable. Et nous avons créé donc un e-catalogue. Donc c'est un catalogue de nouvelle génération dans lequel nous mettons tous nos fichiers, à la fois nos fichiers 5D interactifs, ceux que je viens de vous montrer, et puis des vidéos immersives. Alors on va aller voir ce que ça donne. Donc là, je suis sur le site de Tajan, là je suis sur Internet. Voilà, donc ça vous connaissez tous, évidemment. Et vous allez voir que... Donc, quand vous tournez la page du catalogue, vous avez une vidéo qui se lance automatiquement et qui vous présente l'œuvre d'art. Voilà. Donc, on peut changer la voix, la vitrail anglaise, et puis sur le drapeau français, on l'a en français. Une intense palette chromatique qui Et on transforme peut évidemment mettre en plein écran, Il faut s'approcher pour découvrir ce qui nous permet de littéralement voyager dans l'œuvre. Tel un vitrail irradié par le soleil, ce tableau de Maurice Estève déploie une intense palette chromatique qui transforme la matière en lumière. Il faut s'approcher pour découvrir le raffinement des tonalités. En parcourant les méandres de la composition, on découvre un vert granit intense qui laisse affleurer les sous-couches et la toile du tableau. Plus haut, des bleus nuancés, lapis, violet, ardoisé, puis des rouges, des oranges, des magentas qui tirent vers le rose ou le fuchsia, et autant de nuances que le coup de pinceau, parfois visible, parfois furtif, est parvenu à faire cohabiter harmonieusement. Pour articuler les volumes entre eux, sans heurts ni fracas, Estève a tracé une première forme colorée, ici probablement une évocation du donjon de Sagone, sans aucun dessin préparatoire ni modèle préalable. Il a ensuite ajouté progressivement d'autres éléments, tout en ménageant ça et là des passages, qui se traduisent par des chevauchements, ou des respirations, ces zones blanches qui participent à l'équilibre de cette magnifique composition. Alors il y a deux ressorts dans notre métier, évidemment. Il y a l'émotion. Des bleus nuancés, lapis. Donc ça, c'est évidemment l'outil qui permet de retranscrire, de donner de l'émotion, qui tire vers le rose. notamment en sentant le geste du peintre, pas seulement, mais entre autres. Et puis évidemment, il y a la confiance des acheteurs. La confiance, c'est de la transparence. Et avec, entre autres, ce format de vidéo, mais également les UV que je vous ai montré tout à l'heure, et bientôt l'infrarouge également, puisqu'on va intégrer l'infrarouge en 2019. On peut transmettre justement beaucoup d'informations aux acheteurs potentiels, leur donner donc de la confiance. Qui se traduisent par des chevauchements ou des respirations, ces zones blanches qui participent à l'équilibre de cette magnifique composition. Alors si je tourne les pages, voilà, à chaque fois j'ai à chaque fois une vidéo qui se déclenche automatiquement. Donc on peut conserver le texte évidemment, on peut choisir de le supprimer. Voilà, là on a ajouté Should. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais si vous allez sur le site de la maison de Tajan, vous avez en ce moment ce e-catalogue qui est diffusé. Et ça, ce sont des œuvres qui sont vendues ce soir. Voilà. Alors on a également d'autres développements technologiques chez Artmin. On a par exemple un algorithme qui s'appelle ADA, qui permet, quand vous scannez une œuvre une première fois et que vous la scannez une deuxième fois, de pouvoir venir identifier toutes les modifications entre la première et la deuxième fois. Alors ça, c'est peut-être moins adapté aux maisons de vente, c'est plus pour des transporteurs, pour des experts également, pour des musées, des institutions culturelles. On a également un condition report que je vais vous montrer, un rapport de conditions. Alors on a un petit outil pour faire des rapports de conditions de nouvelle génération. Alors à droite, ici, vous voyez donc une image 5D interactive sur laquelle on a posé des zones de couleur et des petits fanions, ce qui permet ensuite d'ajouter des annotations qui peut être transmises à un client. Et à gauche, vous avez une vidéo. Donc c'est un vidéo Digital Condition Report. Donc c'est un Condition Report de nouvelle génération. Je vais essayer de mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Voilà.
qui permet toujours de naviguer dans l'œuvre et de voir un soulèvement de matière, une restauration ou autre, et on peut toujours indiquer comme ça avec des petits fanions des points d'intérêt. On peut même rajouter une voix, la voix d'un expert par exemple, pour expliquer de façon extrêmement didactique que l'œuvre est en bon état, en mauvais état, enfin comment est-elle exactement. Voilà, donc c'est un outil qui est destiné bien sûr aux institutions culturelles, à divers métiers de l'écosystème artistique, mais au marché de l'art également, et notamment au commissaire-priseur. Et pour avoir été commissaire-priseur pendant près de 20 ans, moi j'ai eu le coup de foudre pour cette technologie parce que j'ai réalisé que finalement, il y avait des domaines d'application à chaque étape du parcours d'une œuvre au sein d'une maison de vente. À la fois pour l'expertise, bien évidemment, pour la communication à distance et instantanée avec des comités, avec des experts, également pour faire du business getting, parce qu'il m'a semblé assez évident qu'une fois que des collectionneurs, des propriétaires d'œuvres d'art connaîtront cette technologie, ils commencent à la connaître, ils auront envie de ça pour leurs œuvres. Ensuite, il y a tout ce qui est promotion de la vente, à la fois réseaux sociaux. Donc ces petites vidéos, on peut les mettre très facilement, par exemple sur Instagram. On peut les mettre sur les sites de maisons de vente. On peut en faire même des communiqués de presse. On peut faire une multitude de choses avec ces vidéos. Et puis, pendant la vente, puisqu'on a développé ce partenariat avec Invaluable pour distribuer cette technologie au plus grand nombre de maisons de vente possible. Et donc, pendant la vente, vous avez sur Invaluable, et avant la vente bien évidemment, vous avez des fenêtres avec ces images 5D interactives et ces vidéos immersives. Donc c'est un outil qui est assez complet. J'ai une question, je pense que tout le monde se pose. Combien ça coûte? Alors, c'est vraiment très impressionnant, vous êtes d'accord avec moi. J'imagine que les commissaires-priseurs présents dans cette salle rêvent de faire appel à ces technologies dès demain matin. Mais combien? Alors justement, c'est une technologie qui a pris des années à être développée par une équipe d'ingénieurs très spécialisée, etc. Ça commence mal. Je commence mal. Ça commence mal parce que... Non mais je vais vous rassurer. Mais je vais vous rassurer. Donc, pour pouvoir justement diffuser cette technologie au plus grand nombre et au plus de maisons de vente possibles, on a noué ce partenariat dont je parlais avec Invaluable. Et donc, ça se traduit de deux façons. La première façon, à très court terme, c'est que le scanner qui se trouve actuellement dans la maison de vente d'Agen va être sous des conditions qui restent à définir, mais dans quelques semaines on pourra vous les divulguer, va être ouvert à des institutions culturelles et aux commissaires-priseurs qui le demanderont. Et la deuxième chose, des conditions pour obtenir un scanner dans sa maison de vente seront divulguées, elles, en février au London Auction Summit, qui est un rassemblement, une espèce de colloque avec des maisons de vente. Il y a plusieurs centaines de maisons de vente qui seront présentes à Londres et il aura lieu le 4 février. Donc je ne réponds pas complètement à votre question. Pas complètement. Mais enfin, ça restera entre Facebook, Twitter et nous un ordre de grandeur. En février, on vous dit tout, c'est promis. D'accord. Donc rendez-vous en février. Et alors, il y a Nicolas Tricot de Montagnère, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est directeur France d'Invaluable, qui est ici aujourd'hui, et qui donc peut vous renseigner. Exactement, moi, mais nous sommes tous les deux là, donc nous serons ravis de vous renseigner. Bien, merci Grégoire. Je vais rendre le micro à Capucine. Nous allons lancer le film d'Argento. Et je vais demander à Capucine de le commenter. Donc ça, c'était la dernière vidéo qu'on a réalisée pour mettre Boisseau et Pomès pour le tableau de Franz Franken. Donc là, comme toutes les vidéos, il y a un sous-titrage en anglais. Là, c'était des diamants chez Maître Cortot et Vrégil. Très, très difficile à filmer les diamants. Hein. On ne dirait pas parce que c'est bien fait, mais là, c'est très difficile. Donc voilà, des détails, des interviews d'experts. C'était chez Maître Dominique Leconte de Beaulieu, un tableau de Renoir. Il y avait aussi Marie Laurencin. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir aussi des mises en situation. Je vous ai parlé de la diffusion. Là, c'était Artemisia Gentileschi avec Maître Joran de Rem.
Donc voilà, prendre le temps vraiment de détailler avec les experts, les commissaires-priseurs, toutes les informations qu'on peut avoir. On dispose d'un matériel de haute technologie, aussi bien pour la prise de son que pour la prise vidéo. Et voilà, après on a les logiciels de montage professionnels. Voilà, on accorde beaucoup d'importance à l'image, au détail et au contenu, à l'information. Est-ce que le matériel utilisé est toujours le même? C'est le matériel Argento, oui. Donc on a... On filme un diamant de la même manière qu'on filme un tableau du 18e? Non, bah justement, en fait, vraiment, nous, il faut déjà définir le projet. On a d'abord une première réunion avant pour... on essaye d'aller sur le lieu avant pour voir la lumière, comment l'objet va rendre, comment on va le mettre en scène. On scénarise au maximum en amont. Et ensuite, pour certaines œuvres, il va falloir plusieurs caméramans, il va falloir un rail pour faire un travelling. On adapte, il va falloir du matériel lumière spécifique. On adapte en fonction du besoin. Et alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous pouviez parfois faire des prises de vue avec un iPhone. Alors en fait, oui, pour des sujets, si on veut faire une vidéo plus souple à réaliser, peut-être moins onéreuse pour un sujet un peu différent, on a acheté ce qui s'appelle un Osmo. C'est un stabilisateur d'iPhone. Ça permet en fait de faire des vidéos moins onéreuses, mais avec un stabilisateur qui accompagne le mouvement de l'appareil et qui empêche d'avoir une image qui saute et qui permet d'avoir une vidéo de très bonne qualité à l'iPhone, donc moins onéreuse qu'un plus gros système. Merci beaucoup Capucine, je suis ravi qu'on ait pu voir finalement voir le film. Je vais vous parler maintenant d'Emmanuel Moirand, qui a un parcours assez intéressant. Emmanuel est diplômé de l'école du Louvre notamment, et est passé par la case expert chez les assureurs, et un beau matin a eu une sorte de chemin de Damas qui l'a amené vers le digital. Donc Emmanuel, première chose, pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venu au digital et à la fameuse blockchain? Alors tout simplement, le parcours d'origine est simple. Je suis passionné de petit calibre depuis l'origine. J'achète des pierres depuis 20 ans et je les taille. Donc pour comprendre en fait l'objet en lui-même, et puis j'ai une petite passion de l'objet qui est enracinée familialement depuis quelques générations sur le fait d'aller en salle des ventes depuis l'enfance. Et l'idée c'est qu'en fait j'ai fait tout ce qui était règlement de sinistre pour les assureurs, donc des gros sinistres effectivement, j'ai là dans toute l'Europe. Donc c'est un secteur qui est extrêmement conservateur sur la partie règlement de sinistre. Et l'idée c'était un jour, je me suis dit, quelles vont être demain les relations entre les différents acteurs du marché, quel va être le parcours des collectionneurs et le parcours des assureurs sur la partie objet d'art. Et donc en fait aujourd'hui le digital, en fait on le vit tous les jours, certains le subissent, d'autres le vivent tous les jours. Le digital c'est de la data qui circule, c'est des informations, des données personnelles en fait qui sont transmises par ces systèmes. Et donc aujourd'hui il n'y a aucun contrôle, aucune sécurisation. Et donc le principe de départ c'était de pouvoir amener le digital à avoir un certain type de contrôle. Et la blockchain en fait répond à ça, elle répond à cette certification de données et au fait qu'on soit en capacité de contrôler en fait les données qui sont transférées de vous à nous. Et donc ça nous a amené à créer une petite société il y a 2 ans qui s'appelle Lumina, qui a été dans la blockchain applicative. Alors pour synthétiser un peu les choses, tous les jours en fait la blockchain on s'en sert sans le savoir, et nous on l'a appliqué à l'art, tout simplement. On a marié l'art et la blockchain, c'est-à-dire qu'on a créé effectivement maintenant 2 applications mobiles qui utilisent la blockchain pour les données entrantes, pour tout ce qui est photos, documents, vidéos, etc. Et pour les données sortantes, donc certificat d'expertise, condition report ou valorisation globale de risque. Donc cette idée elle était simple, et nous on l'a mis en place pour le monde de l'assurance et la banque au départ. Et aujourd'hui on pense qu'il y a un vrai sujet avec les sables. Alors justement, comment votre offre peut-elle croiser les besoins des commissaires-priseurs? Alors ça c'est vraiment les commissaires-priseurs, ils sont là, qui est la population qui nous intéresse aujourd'hui sur les applications de la blockchain dans l'art. Alors tout simplement, il y a eu 2 petits sujets intéressants les 2 derniers mois sur la blockchain dans l'art. Il y a eu donc Crétis qui a fait une vente de 320 millions d'euros et une collection d'art contemporain en blockchain. Donc toutes les datas de la vente ont été inscrites dans la blockchain. Et on a eu une galerie en ligne qui s'appelle Mécénas, que certains connaissent ici, qui a vendu plusieurs œuvres d'Andy Warhol en crypto-monnaie et donc en blockchain. Donc à partir de là, c'est des actions qui ont été faites, donc le marché est en train d'y aller. Je pense qu'il y a toute une partie de clients aujourd'hui, nous on les a déterminés, une assurance, il y a environ 5 millions de personnes, qui commencent à collectionner. Donc ils sont très digitaux, mais ils ne sont pas encore dans le milieu de la vente aux enchères.
pour plusieurs raisons. Et le fait de pouvoir sécuriser toutes les données au sein des ventes aux enchères par la blockchain, en tout cas nous, on y croit fermement, ça va permettre d'accroître en fait la venue de ces primo-collectionneurs dans les maisons de vente. Et donc l'idée c'est que la blockchain va permettre de sécuriser, de simplifier toutes les données, et de tracer sur tous les objets, on a parlé de traçabilité tout à l'heure, ce qui va permettre d'augmenter à mon avis le business pour les salles des ventes si on peut proposer un système blockchain qui marche. Alors justement, un système blockchain qui marche, qu'allez-vous concrètement proposer aux commissaires-priseurs, vous et les sociétés qui travaillent sur cette technologie, dans les jours à venir, dans les mois et les années à venir? Alors tout simplement, le système il est simple, vous prenez une photo avec nos applications, il y a techniquement un sceau de preuve autoporté qui est mis dans la photo. Dans votre photo, vous avez où c'est, qui a pris la photo, quand. Donc tous ces éléments sont non modifiables. Donc en fait, on met en fait une sorte de constat de fichier dans la photo intégrée, qui fait qu'en fait les données qui sont dans la photo sont certaines. Donc à partir de là, on est en capacité finalement de situer un objet dans l'espace, dans le temps et dans la propriété, c'est important. Et après, on y apporte la couche expertise, puisque pour les assureurs, on est capable d'utiliser une partie, je peux signer des biens à distance dans le monde entier à partir de photos. Et quand on a vu les résultats des photos 3D, des photos 5D aujourd'hui, demain, je pense que grâce aux outils numériques, si on intègre un système blockchain qui est efficient, on sera en capacité d'apporter des vraies solutions de traçabilité et de canal pour vendre. Mais donc, c'est-à-dire que l'application est gratuite pour les utilisateurs. Exactement, elle est téléchargeable gratuitement aujourd'hui. Et alors, je vais poser la même question qu'à nos petits camarades. Qui paye quoi? L'assureur offre ce service finalement à ses clients, en partie. Et finalement, en fin de parcours, le collectionneur qui donne une valorisation, aujourd'hui, le prix du service, c'est 50 € par objet. Voilà. On est sur un prix public ferme et simple. Et pour un constat, un collection report, on est à 10 € par constat. Voilà. Donc on démocratise l'usage en fait, de l'expertise du constat d'une manière numérique. Et surtout, je pense qu'on démocratise l'usage de la blockchain tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, tout document qui ne sera pas certifié en blockchain demain, à mon avis, il aura une valeur qui sera beaucoup moins forte. Donc ça sera nécessaire. Je pense que la blockchain, d'ici 2-3 ans, sera un vrai standard. Et ça, aujourd'hui, on a des vraies prises de position. Là, aujourd'hui, on vient de signer avec une grande maison de vente parisienne un accord pour que notre système blockchain peut être... Cette maison est-elle membre du CIBEL? Oui, elle est membre du CIBEL, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est pas le demain, c'est aujourd'hui qu'on l'utilise. Et je pense que vraiment, on a un artiste avec qui on travaille aujourd'hui qui est en train de mettre toutes ses œuvres dans la blockchain. C'est l'équivalent d'une œuvre, il y aura un certificat qui sera fait par nous. Et donc il vendra le certificat pour avoir une preuve de départ, une preuve d'état et une preuve de valeur. Est-ce vraiment le rôle de l'artiste de certifier lui-même les œuvres qu'il crée? C'est un sujet important. Il n'y a pas un côté un peu marketing Alors moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai problème de traçabilité pour les œuvres et que si au départ, dans la galerie ou chez l'artiste, on est en capacité de produire le certificat d'origine, on a vraiment un sujet de clarification du marché. Alors, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la blockchain, nous l'utilisons tous les jours au quotidien. Est-ce que le simple fait d'avoir un compte en banque, c'est ce que j'ai compris tout à l'heure de ce qu'a dit Benoît Coffin, fait que j'utilise la blockchain? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de systèmes bancaires qui utilisent la blockchain pour sécuriser les données. Il y a beaucoup de consortiums de blockchain, ce qu'on appelle privés, entre banques, qui certifient les transactions grâce à la blockchain. Et alors, qui dit blockchain dit crypto-monnaie, monnaie cryptée comme les bitcoins, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que le paiement d'œuvres d'art en crypto-monnaie rentre dans le système que vous décrivez? Aujourd'hui, nous, notre système, c'est uniquement certifier des données. On est bien d'accord, on est déconnecté de la partie crypto, et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui commencent à vendre leur art en crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie aujourd'hui comme une autre. Hein. Alors c'est une monnaie comme une autre qui échappe à toute régulation. Hein. Alors aujourd'hui, la SEC aux États-Unis a commencé à réguler le Bitcoin, donc on voit vraiment que le sujet devient mature aujourd'hui. On se rend compte que l'idée d'utiliser la blockchain pour certifier tout le process de vente est quelque chose qui fonctionne. On peut vraiment déconnecter le mythe de la blockchain et des crypto-monnaies du sujet certification de données. Oui, en même temps, c'est un peu mal de savoir ce qu'est la blockchain, comme ça nous a été expliqué tout à l'heure. C'est plutôt rassurant de savoir ce qu'il en est et que les commissaires-priseurs comprennent, enfin, tous les professionnels du marché de l'art, comprennent ce qu'est la blockchain pour pouvoir l'utiliser demain. C'est une capacité à contrôler toutes les données qui vont rentrer et sortir par un sceau qui va intégrer la donnée. Voilà. Merci Emmanuel. Je vais enfin passer la parole à Romain Dupont. Alors Romain Dupont ne vient pas, je vous disais tout à l'heure, du marché de l'art, il vient de l'immobilier. et Romain a eu l'idée pour l'immobilier de s'équiper d'une caméra 3D
et a eu l'idée, mais je vais laisser nous raconter son histoire, d'emmener cette caméra 3D se promener chez Drouot hier après-midi. Absolument, bonjour à tous. Donc Romain Dupont, effectivement, je ne viens pas du tout de votre environnement, même si nous partageons des caractéristiques identiques. Caractéristiques identiques d'avoir des clients, d'en chercher sans cesse de nouveaux, caractéristiques d'avoir en amont une expertise, et caractéristiques en aval d'avoir une capacité commerciale. À la croisée de tous ces chemins, effectivement, fut une époque où on avait uniquement une présence visuelle, puis il y a eu la photo, et aujourd'hui un certain nombre de technologies de lumiérisation 3D sont en train d'arriver. Nous, dans l'immobilier, on a décidé de s'équiper d'une caméra 3D haute définition qui fasse une véritable reconstitution virtuelle, qui permette clairement à la fois de se balader dans la salle des ventes. Et effectivement, une première expérience française a été réalisée hier chez Tessier Sarrou à Drouot pour une vente de tableaux, la vente du Trio. Où effectivement, je vous présenterai après le process de fonctionnement, mais qui a permis de mettre en avant l'ensemble des biens avec une capacité pour des acheteurs ou des personnes qui désireraient se positionner ou surenchérir, d'avoir une véritable capacité liée au catalogue des ventes, de pouvoir enchérir et de se faire une idée. Je vais vous faire maintenant la visite. Donc effectivement, hier après-midi, j'étais prêt. Alors vous connaissez tous bien mieux que moi les temps de mise en place, de bonne harmonie de l'ensemble des œuvres. Et effectivement, lorsque j'ai dit à Marc Otavi que j'avais besoin d'une vingtaine de minutes, tout seul, sans que personne bouge, pour effectuer la numérisation, il m'a regardé, il m'a dit « Ok, on le fait, vous allez en voir le rendu, qui est absolument exceptionnel. » Imaginez, vous êtes chez vous, vous avez eu connaissance, j'en parlerai juste après parce que ça reste un outil qui doit être couplé avec des techniques de communication. Donc, vous avez eu connaissance du vente aux enchères, vous vous connectez effectivement sur la visite virtuelle. Je ne vais pas aller trop vite. Tac. On peut faire effectivement. On se balade intégralement dans la salle de vente. Alors comme je le disais, il faut être seul parce que vous avez une véritable reconstitution 3D. Ce n'est pas des photos juxtaposées, c'est vraiment un outil. Donc vous avez la visite sur votre tablette, vous pouvez aussi avoir des lunettes virtuelles, vous pouvez aussi utiliser votre PC, votre téléphone. Vous vous baladez, hop, et vous dites tiens, pour ma femme pour Noël, je vais lui offrir une magnifique bijou. Voilà. Je zoome. Effectivement, il y a moyen aujourd'hui de coupler ces outils avec le catalogue. Je clique et je suis prêt à renchérir. Effectivement, je le disais, mon petit propos sur le sujet, c'est un outil qui permet de promouvoir vos salles des ventes. Mais ça reste un outil. Pour trouver des nouveaux clients, il faut simplement mettre en place des stratégies de communication. C'était l'objet, je crois tout à l'heure, de différentes tables rondes. Vous avez des communications via Facebook, vous avez des communications via Google, qui aujourd'hui deviennent complètement incontournables pour vous trouver des nouveaux clients. Effectivement, vous avez du monde dans vos salles des ventes, et vous avez de plus en plus d'acheteurs, collectionneurs, le rappelait monsieur tout à l'heure, qui sont derrière leur bureau, travaillent chez eux, entre deux parties de golf, et qui vont être en capacité de réenchérir. Il n'empêche que pour gagner des nouveaux clients, c'est vraiment l'élément essentiel, et vous devez coupler ce type d'outils avec des approches marketing, web marketing, quelles qu'elles soient. Un élément important, ça reste un outil, et quand même un élément crucial, ça reste votre expertise. Le catalogue, évidemment, mais qui permettent derrière, au-delà de la visite que je vous présente, de réellement pouvoir apprécier, pour un futur acheteur, l'origine, la qualité de l'œuvre et pouvoir réenchérir. Cet outil, donc j'ai eu l'accès à la salle des ventes tout seul, ça frappait, vous avez bien plus connaissance que moi, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc en fait, comment ça fonctionne? On a une caméra qui fait à peu près 30 cm sur 30 cm, qui est haute définition, elle est sur un trépied.
et on fait des numérisations 3D. Je me déplace tous les 5 mètres, que ce soit dans vos salles de vente ou dans des logements pour moi. Tac, tac. Une fois que j'ai réalisé cette visite, on n'a pas instantanément le rendu. On a un transfert des données vers une plateforme, puisque tout à l'heure on rappelait que Google fait beaucoup de choses. Il se trouve que Matterport fait partie des nombreuses filiales de Google. Et donc on a une reconstitution 3D. Puis on les a eu ici 2 heures après. On a eu un lien de téléchargement qui vous permet, en le mettant sur votre site internet, eh bien, à de futurs acquéreurs de se balader et d'accéder librement à la visite virtuelle. Donc l'intérêt de cet outil, j'en conclurai là, juste après, avant que vous me posiez la 50e question, combien ça coûte? Effectivement, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est qu'on est sur de la haute définition. On est vraiment sur un parcours. On peut zoomer sur des œuvres. On peut mettre des tags. Des tags, c'est des systèmes qui vous appuyez dessus. Vous avez la caractéristique de l'objet qui arrive, son prix de mise aux enchères. Et tout ça, vous pouvez très bien imaginer qu'un futur acquéreur, il a 2 écrans. Il a l'écran de la vente aux enchères, il a l'écran de la visite virtuelle. Et au fur et à mesure des différents biens qui sont mis en vente, eh bien, il peut renchérir ou passer au bien suivant. Le temps, je vous l'ai dit, 20 minutes pour cette salle des ventes. Évidemment, à reproduire pour chaque vente. On est sur un coût d'acquisition de la caméra de mémoire qui est d'environ 3500 hors taxe. Après, il faut faire les prises de vue. Et derrière, vous avez un coût unitaire de remodélisation de chaque endroit qui coûte de mémoire une trentaine d'euros. Voilà. Vos images partent, elles reviennent. Vous pouvez, avec la caméra, évidemment, l'utiliser à maintes reprises. C'est un tout petit peu volumineux, mais avec un bon sac à dos et un bon trépied, on arrive à se déplacer et à l'utiliser régulièrement. Mon mot de conclusion, si vous le voulez, ça reste un outil, c'est vraiment fondamental. Si vous voulez gagner des nouveaux clients, je me bats tous les jours pour ça, et vous aussi j'imagine, il faut vraiment coupler ça avec des techniques de web marketing pour que, effectivement, vous ayez 5 millions de collectionneurs, mais aussi des millions de personnes qui s'intéressent au marché de l'art, à des antiquités, à tout un tas d'objets qui, au quotidien, demandent à être certifiés, demandent à s'assurer qu'ils ne sont pas épréchés. Il n'y a rien de pire que de recevoir un bien qui ne correspond pas aux attentes qu'on avait pu mettre dedans. Et effectivement, avec ça, il n'y a pas de raison, au fur et à mesure, vous allez pouvoir multiplier vos acheteurs, ou tout du moins vos audiences, et in fine vos acheteurs. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ces explications, c'est assez fascinant. Donc, je ne vous demanderai pas combien ça coûte, puisque vous avez répondu à la question. En revanche, ce que vous nous présentez ayant été filmé hier pendant l'exposition, ça a une durée de vie très courte avant la vente. On est l'exposition ayant lieu la veille ou l'avant-veille. Vous ne pouvez pas arriver 2 semaines avant, par définition. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une caméra qui vaut quand même 3 500 € pour une durée d'existence de la diffusion de cette exposition qui est aussi courte que l'exposition elle-même? Alors, la réponse est évidemment oui. Pourquoi? Parce que, quelque part, vos salles des ventes sont dans une logique que l'on trouve dans beaucoup d'autres activités, qui est à un moment la promotion de votre point de vente, votre point d'activité. Et aujourd'hui, de plus en plus d'acheteurs, pour tout un tas de raisons, vous avez aussi vos ventes qui se passent simplement en journée. Moi, j'y étais hier, vous avez un certain nombre d'acquéreurs potentiels qui travaillent. À un moment ou à un autre, cet outil vous permet j'en suis certain, de gagner une nouvelle audience et donc des nouveaux clients. Ensuite, pour répondre complètement à votre question, vous avez fait votre numérisation et le lendemain, vous en refaites une autre. La seule contrainte qui est réelle, c'est que, je disais, on est vraiment sur de la haute définition. Pour de la haute définition, il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. C'est-à-dire qu'il faut qu'entre le moment où c'est figé et le moment où vous ouvrez les portes, il a fallu 20 minutes, voilà, vous avez un temps incompressible. On ne voit pas sur l'image parce que je me suis caché, mais effectivement, pour que l'outil ait la rendu qui permette à vos objets d'être mis en valeur, il faut effectivement une vingtaine de minutes à renouveler tous les jours. Vous passez de salle en salle, c'est une question d'organisation, et ça, c'est des choses qui, à mon sens, je parle sous le couvert de M. Otavi, mais on y est parvenu et il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir dupliquer tout ça. Voilà. Tout le monde peut utiliser cette caméra, il y a une formation particulière, j'imagine?
écoutez, vous avez une formation de numérisation, mais ça reste une caméra. Voilà, donc vous la branchez, comment ça se passe? Vous avez votre trépied, vous avez votre caméra que vous posez dessus, vous avez un lien à un iPad, l'iPad pilote la caméra qui tourne sur elle-même à 360, voilà. Vous avez l'ensemble des images qui sont immédiatement disponibles sur la tablette. Il y en a une qui vous plaît, il y en a une qui ne vous plaît pas. On dit tiens, mais là, cet objet-là, il est vraiment important, je ne zoome pas assez, donc je refais une prise de vue. Et ensuite, eh bien, les images partent, j'appuie sur le bouton, transférer, ça revient, j'ai le lien par mail 2 heures plus tard, et c'est réglé, quoi. Non, on a des conditions d'utilisation qui sont extrêmement simples. Et autre question, combien de temps faut-il pour insérer les tags, donc les liens, vers les, on va dire, 200 objets qui sont présentés? Alors, vous avez tous votre site internet, vous avez un webmaster, c'est beaucoup plus dédié à votre site internet et les technologies qu'il y a derrière, et ce qui est ancien, ce qui est récent. Et derrière, effectivement, c'est dans l'accord que vous avez avec votre webmaster, la personne qui vous gère, qui vous administre votre site, en lui disant, attends un moment, tous les matins, entre 10h et 11h, on finit de mettre en place une vente, il faut que tous les jours, entre 14h30 et 14h40 et 5 minutes pour pouvoir mettre le lien dessus. Pour un informaticien, je vais dire c'est 20 secondes, quoi. Simplement, il faut qu'il ouvre, qu'il accède au site internet, qu'il mette le lien, et puis voilà, c'est parti. Mais effectivement, il y a un tout petit peu de manipulation. Après, j'imagine qu'un informaticien, sans parler de chevronné, mais un informaticien serait capable de vous créer une interface. Vous avez une boîte de dialogue qui s'ouvre, vous rentrez le lien. On peut le montrer, le lien. Juste ce qu'on reçoit, vous avez en haut le HTTPS, je ne sais pas si vous le voyez, c'est juste ça, on reçoit ça par mail, on clique dessus et vous avez ça. Voilà. Donc vous avez ce lien à mettre sur votre site, mais c'est des choses qui sont extrêmement simples et rapides. Donc votre métier à vous, compte tenu de vos enjeux de renouvellement, de vente qui ont lieu tous les jours, c'est plus une question d'organisation. Il faut être présent sur les 20 minutes nécessaires, plus qu'un véritable temps ou une complexité, qu'elle soit informatique ou technique. Voilà. Et alors, Matterport dans tout ça, c'est la société qui a l'exclusivité? Alors, Matterport est fabricant à la fois de la caméra et des logiciels. Comment est-ce que moi j'en ai entendu parler de manière très simple? Moi, pour promouvoir mes biens, en fait, cette caméra, elle me sert à quoi? Faire de la pub, mais aussi un élément important. Moi, agent immobilier, si au lieu de faire une vente en 10 déplacements, j'en fais plus que 3, j'ai une productivité qui s'améliore. Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans mon process de commercialisation, eh bien, avant d'organiser une visite sur place, j'envoie systématiquement cette visite virtuelle. Et quand qui est aux définitions, comme vous l'avez vu, et quand le ménage me dit « ok, ça me plaît », j'ai quand même plus de chances de le vendre que s'il n'est pas très sûr, quoi. Voilà. Pour répondre complètement à la question, moi, je voulais quelque chose de haute définition. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Si le ménage ne se rend pas bien compte de l'intérieur, il va visiter, il va me demander de négocier des trucs. Enfin bon, voilà. Je voulais un outil qui soit à la fois haute définition. Et dernier élément là-dessus, aujourd'hui, Matterport propose des applications. Je vais prendre des applications de transfert des biens directement sur Google Maps, qui me permettent de rendre encore plus autonome mes futurs acheteurs, avec au final, effectivement, ce qui est important pour moi, l'expertise du bien, au bon prix tout de suite, et puis derrière, de faire mon métier de commerçant et de réussir à vendre les biens avec le minimum de visites et de clients. Voilà. Ce qui n'est pas loin des préoccupations des commissaires des heures. Bien, merci Romain. La connexion étant rétablie, je vais repasser pour conclure la parole à Lionel Moirand qui va nous commenter le film sur Monuma, l'application blockchain patrimoniale. Le principe est simple. En fait, l'idée, c'est de mettre un expert dans la poche de n'importe qui dans le monde 24 heures sur 24. Donc l'idée, c'est qu'en 2 clics, la personne qui a besoin ou de constater l'état d'un bien ou de le valoriser soit en capacité de le faire. Donc l'idée, c'est qu'on a des gens, effectivement, qui aujourd'hui en consomment tous les jours, donc c'est important. L'idée, c'est qu'on a juste à rentrer la dénomination du bien, donc on va mettre les dimensions, les caractéristiques, tout ça peut être rentré effectivement dans l'application, c'est prévu pour ça. Et après, on a effectivement une prise de photo directe qui permet en fait de prendre sous tous les angles de l'objet, donc on est vraiment sur une vision totale. Inséré en blockchain automatiquement, donc dès que la photo est prise, il y a un saut de preuve qui est intégré dans la photo, donc il affiche dans le temps. Donc l'idée, c'est que le parcours est assez simple en fait pour prendre la photo d'un objet en moins de 40 secondes, c'est fait. L'idée, c'est que la photo est prise, elle est enregistrée. Il y a juste à envoyer le dossier, effectivement, derrière, par un bouton envoyer à l'expert.
on intervient en 72 heures, on envoie le certificat de valorisation fait sur l'application du client automatiquement. C'est que la personne, en fait, elle a juste à prendre les 5 photos, et 72 heures après, elle a le certificat de valeur qui lui est envoyé de manière directe. Alors, dossier G simple, tout est anonymisé. Moi, je ne sais jamais où est l'objet, je ne sais jamais qui en est le propriétaire. Tout est dans la blockchain. Moi, j'ai juste accès aux photos. Et les photos, je ne les garde pas. Évidemment, au bout de 72 heures, j'efface toutes les photos. Le certificat et toutes les données partent chez le client. C'est lui qui garde effectivement le certificat quand il est propriétaire. Donc, on le fait effectivement pour un bien, mais on le fait aussi pour une pièce, pour un risque. Ça, c'est pour les assureurs, c'est extrêmement important. On fait ce qu'on appelle la valeur globale de pièce. Donc, aujourd'hui, on prend par pièce 4 photos, donc une par angle, ce qui nous fait, comme on dit tout à l'heure, une vision 360. Donc cette vision 360, elle est inscrite dans la blockchain, donc on est vraiment sûr que les objets y sont. Et derrière, on reçoit, on va dire, les documents en fait par mail derrière dans notre backup. Et donc en analysant les photos, là c'est une pièce autrichienne, on était en capacité de valoriser automatiquement la pièce et d'envoyer un certificat de valeur global au client, qui après a pu s'assurer correctement, parce que le but là c'était pour un déménagement, il fallait qu'il transporte les objets. Donc il fallait qu'il crée une liste en fait, d'objets dans cette pièce. Voilà, c'était juste pour vous illustrer comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a une grosse partie des agents du groupe Allianz qui utilisent tous les jours pour apporter des services à leurs clients. Et voilà. Merci Emmanuel. Je précise, Emmanuel étant un grand modeste, que cette application a eu un prix au CES, donc qui est le grand show du numérique mondial à Las Vegas en 2018, et ce qui était assez inespéré. Un expert d'art français à Las Vegas, c'était déjà quelque chose en soi. C'est bien dans ce sens-là que je le disais. Merci à vous tous.